Un arpent de terre, quand on y trouve un lièvre, vaut le prix d'un lièvre. Me croirez-vous, ce dicton est champenois. La Champagne a vécu bien avant le champagne. Avant le vin, la pierre, la craie et les troupeaux étaient les seules richesses de ce pays. La terre ne nourrissait pas l'homme. Aujourd'hui, bien sûr, on parle du triangle sacré, Reims, Épernay, Chalon-sur-Marne, qui représente le sommet privilégié de la paysannerie française. Les viticulteurs et autres négociants remercient encore chaque jour que Dieu fait ce bon monsieur Dom Pérignon, humble bénédictin, qui inventa les bulles au XVIIe siècle. La méthode champenoise, célébrée à travers le monde, tout autant d'ailleurs que la flûte, pour mieux l'apprécier, et le bouchon de liège, pour mieux la conserver. La Champagne n'a pas attendu les bulles sacrées pour se faire entendre et apprécier de par le monde. Sur la route des grands échanges, sur la route, hélas, des grandes invasions, la Champagne fut très tôt un berceau de civilisation avancée, au cœur des grands bouleversements européens. La Rome antique fut séduite, les Vandales, peuple barbare, y installèrent ensuite leurs quartiers généraux, nos bons rois reçurent le sacrement, Reims s'habille de sa cathédrale et Corot peut enfin peindre les couleurs de la région. Dix villages cossus où domine un rouge argileux, le jaune du colza qui s'éparpille, céréales et blés qui répandent le vert, l'or, le tout toujours en demi-teinte, nuancé par la blancheur de la craie. Les charmes de la région ne sont plus à vendre. Bien d'illustres personnages s'y sont laissés prendre. La Fontaine, qui va de fable en fable du côté de Château-Thierry, Diderot, Danton s'y promènent, Claudel, Paul Fort ou Mignard qui laissent planer leurs ombres au-dessus des coteaux. Partons pour ces vignobles soignés comme des jardins. Soyons goulus de leurs raisins. Partons découvrir les villages et les gens de Champagne. C'est à 150 km au nord-est de Paris, en région Champagne-Ardenne, que nous nous rendons aujourd'hui, dans le département de la Marne, au cœur du fameux vignoble champenois. Tout d'abord, à une trentaine de kilomètres de Reims, nous visiterons le petit village d'Auvillers, berceau du champagne, où tous les habitants, qu'ils soient producteurs biologiques, restaurateurs ou ferronniers d'art, célèbrent le champagne. Puis tout à côté, nous rejoindrons Haï, qui tous les 2 ans fête Henri IV, manifestation dédiée au champagne en l'honneur du retour du bon roi Henri dans sa cité. À flanc de coteau et dominant la vallée de la Marne, le vignoble d'Auvillers, commune classée premier cru, s'étend sur une superficie de 275 hectares. Les 3 cépages rois du champagne, le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay blanc, sont cultivés avec grand soin. Auvillers fut fondé en 658, mais il a acquis une grande notoriété depuis le XVIIIe siècle grâce à son abbaye et au moine Dom Pérignon, dont le nom est resté célèbre dans le monde entier. Oh oui, bien entendu, je peux vous dire la prière du matin du vigneron. C'est donnez-moi la santé pour longtemps, du boulot pas trop souvent, de l'amour de temps en temps, mais du champagne tout le temps. Alors, quand on vit dans cette région, on a un rapport très amoureux du produit du terroir, hein, le champagne. On est dedans, on est né dedans, on vit avec. Toujours une bouteille dans le frigo. Enfin, 1 ou 2. Il arrive quelqu'un, si c'est l'heure de l'apéritif, on va boire une bouteille de champagne, on va ouvrir une bouteille de champagne comme on boirait une autre marque d'alcool haute, mais c'est principalement ici le champagne. Auvillers est un petit village viticole de 860 habitants et qui vivent directement ou indirectement. Il faut dire que 50% de la population à peu près touche la vigne. Soit récoltant manipulant, là il y en a à peu près une 60aine sur Auvillers. Et ensuite il y a des gens qui ont des vignes, qui cultivent leurs vignes, mais qui vendent leurs raisins par l'intermédiaire des coopératives. Chaque champagne est différent, mais l'envie de goûter à un champagne biologique nous a conduits dans une cave où le vin vieillit encore naturellement dans des vieux tonneaux de bois appelés foudres. On va regarder un petit peu où on est la fermentation Malo de cette dernière récolte. Les grands vins de Champagne, il y a 30 ans, 40 ans, on les faisait uniquement dans du bois, dans les foudres. Les grosses maisons avaient des foudres merveilleux, des grandes foudres, et des milliers de pièces. Vous avez encore des maisons de Champagne qui travaillent uniquement dans des petites pièces. Donc on n'a rien inventé, si vous voulez. On n'a fait que de suivre ce qui existait déjà. Hein. Bien clair, la fermentation n'est pas tout à fait finie quand même.
encore un léger petit picotement. Il est en fin de fermentation. Mes parents, si on veut, nos parents travaillaient en culture bio. On n'appelait pas ça la culture bio à l'époque, mais enfin, c'était une culture naturelle. Hein. C'était les chevaux, c'était le fumier du cheval. On travaillait vraiment avec ce que l'on avait, avec les moyens que l'on avait. Donc, j'ai suivi un peu, si vous voulez, cette voie. Mais la fermentation n'est pas finie, là. Il est bien. Un peu. Ça goûte un peu. Bon, nous, à la place des désherbants, on emploie la charrue sur le tracteur ou au treuil, dans les vignes à forte pente, ou encore l'outil à main, la raclette. C'est quand même, à ce niveau-là, c'est plus de travail. Les autres étapes, c'est tout simplement de ne pas utiliser les insecticides chimiques que tous mes collègues l'emploient. On emploie d'autres insecticides, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On emploie des insecticides plus naturels, j'allais dire, qui sont moins efficaces, mais moins toxiques. J'aime beaucoup la nature, c'est peut-être aussi, c'est peut-être philosophique, peut-être chez moi. Bon, je n'admets pas qu'on détruise à outrance n'importe quoi, les arbres, tout ce qui est environnement, tout ce qui est nature, quoi. J'ai du mal à faire ça. On imagine difficilement le maire d'Auvillers ne pas faire du champagne. Et comme les vignes de cet heureux homme touchent son jardin, il n'est pas un matin qui ne commence par une visite rituelle. Vous vérifiez quoi là, M. Lopez? Je vérifie si la fleur de la vigne s'est bien passée, c'est-à-dire si les grains restent bien accrochés à la rafle. Il faut que l'été soit beau, surtout le mois de septembre, mais il faut que 96 soit la grande année pour pouvoir boire le champagne en l'an 2000. Il n'y a qu'un restaurant à Auvillers, le restaurant de l'Abbaye. Thierry Landragin est à la fois un artiste, un cuisinier, ça se ressent dans sa cuisine. Bien, l'influence des Beaux-Arts, c'est avant tout une tournure d'esprit, une tournure d'esprit qui peut se retrouver à la fois dans mon activité pure de restauration, au niveau d'une assiette, au niveau d'une présentation culinaire, mais qui se retrouve aussi effectivement au niveau de mon décor de restaurant, puisque j'ai tenu absolument à faire un décor particulier qui est certes en corrélation avec l'histoire du village. Les liens entre Auvillers, entre le décor du restaurant, il fallait effectivement un décor qui puisse s'intégrer, puisque nous sommes dans un parc qui est mitoyen de l'abbaye d'Auvillers et qui prend naturellement base sur une histoire telle que ces tentures qui étaient autrefois utilisées dans les périodes médiévales pour tenir marché dans les locaux de l'abbaye bénédictine d'Auvillers. Propriété privée d'une des plus grandes marques de champagne, l'abbaye d'Auvillers évoque encore la vie quotidienne des moines du XVIIe siècle. On se trouve dans le labyrinthe de verdure. Les labyrinthes de verdure étaient très prisés au XVIIe, XVIIIe siècle dans les châteaux où les belles dames donnaient rendez-vous aux beaux messieurs et qui mettaient quelquefois très longtemps à les trouver. Et alors bien entendu, c'est pas du tout dans cette optique qu'on trouve un labyrinthe ici dans l'abbaye d'Auvillers, puisque le labyrinthe a aussi un symbole religieux, c'est le symbole de la difficulté de la vie spirituelle. L'histoire de l'abbaye d'Auvillers a commencé au 7e siècle, détruite au 9e siècle par les Vikings, par les Anglais lors de la guerre de 100 ans, par les protestants pendant les guerres de religion, et enfin par les révolutionnaires à la Révolution française. Alors ce que l'on peut voir quand on vient à Auvillers aujourd'hui, c'est l'église, cette partie du cloître qui était l'ancienne bibliothèque qui a été restaurée. Et de l'autre côté, vous voyez des vignes. C'était les vignes de l'abbaye à l'époque où Dom Pérignon a vécu. Un musée unique évoque la vie de Dom Pérignon et le travail de la vigne à cette époque. Ce moine bénédictin marqua son siècle comme le fit le roi Soleil Louis XIV. Il est parmi ceux qui percèrent en cette abbaye les secrets de ce vin. Il est né en 1639 à Saint-Ménéhould dans Champagne. Après son noviciat, il fut affecté à Auvillers où il assura durant 47 ans jusqu'à sa mort les fonctions de procureur et de cellérier. Le sous-sol est extrêmement important en Champagne, puisque à l'ère secondaire, toute cette région était occupée par une mer intérieure qui a laissé se déposer pendant des millions d'années un épais sédiment crayeux. Cette craie a des particularités. Elle emmagasine la chaleur du soleil pendant la journée et elle la restitue pendant la nuit.
Et c'est pour ça, si vous avez été vous promener dans le vignoble, vous voyez que la taille est courte, de manière à ce que les grappes puissent bénéficier de toute cette chaleur qui remonte du sol. Auvillers est célèbre pour ses enseignes qui ornent beaucoup de maisons du village. Ces enseignes en fer forgé sont minutieusement travaillées à l'ancienne. Elles parlent d'elles-mêmes et représentent souvent les différentes étapes du travail de la vigne et du vin. Elle est en forme, celle-ci. C'est pour donner un peu de volume, c'est quand même plus joli. L'historique de l'enseigne, c'est que les gens dans le temps ne savaient pas lire. Alors ils mettaient une enseigne au haut de leur porte. Et qu'est-ce qu'il fallait que ça soit tout de suite, que ça donne ce que faisait la personne qui était dans la maison. 130 des 140 enseignes du village ont été réalisées ici, dans l'atelier de ferronnerie d'art de la famille Babé. Ce sont des artisans de haut niveau. On retrouve leur création dans beaucoup d'autres régions viticoles de France. Un musée japonais en possède plusieurs répliques. Oui, nous avons la chance de travailler un produit exceptionnel, un vin, donc le champagne. C'est le vin des rois, le roi des vins, et à chaque seconde dans le monde, il s'ouvre une bouteille de champagne, et c'est toujours un moment de fête, un moment de gaieté, et ça, faut pas l'oublier. Quand tout va bien, quand il se passe un événement heureux, on ouvre une bouteille de champagne. Ouais, bravo. Nous, connétablis de Champagne de la confrérie du Sabre d'Or, par devant vous, au savoir d'épicurien connoisseurs, déclarons ouvert le chapitre exceptionnel du 4 juillet 1996. Notre breuvage ne saurait souffrir chaste croc et chardonnette. Faisant fi des chitres chauchins, l'auguste vin de Champagne ne souffre aucun compromis. Voilà aujourd'hui qui déjuque que tel le frigousse, le noble art de sabrer en nostre caveau de l'abbaye d'Auvillers. Voici par devant vous, en ce jour, le maître sabreur en la noble confrérie du Sabre d'Or. Bienvenue au sein de la confrérie du Sabre d'Or. Nous avons le plaisir de vous initier aujourd'hui à l'art du sabrage. Faire circuler, aller et retour, le sabre le long de la couture de la bouteille. Et ensuite, d'un geste lent, vous pousserez et la bouteille sera sabrée. 1, 2, 3. Et la lame bien plane, hein. Bien plane la lame. Voilà. Et un coup sec. Au nom de Noé, père de la vigne, de Saint-Vincent, patron des vignerons, je vous fais sabreur au sein de la confrérie du Sabre d'Or. Avant de gagner Haï, passons par Reims et Épernay, qui symbolisent le mariage de l'art et du champagne. La chapelle Fujita, du nom du célèbre peintre japonais, est à Reims. En 1964, René Laloux, qui dirige une grande maison de champagne, et le peintre Léonard Fujita décident de construire une chapelle dédiée à la paix. Ceci pour concrétiser l'illumination mystique que Fujita avait reçue en Saint-Rémy de Reims. Cette conversion au catholicisme l'avait mené au baptême pour lequel René Laloux avait été son parrain. He's not so good in a crowd, but when you get him alone. L'histoire de cette bouteille hors du commun est depuis longtemps liée à l'art nouveau, l'art de la Belle Époque, celui du début du siècle. Tout commence en 1902, quand l'illustre verrier d'art Émile Gallet crée ses délicates anémones, toutes en arabesque, devenues célèbres dans le monde entier. En 1990, était inaugurée la maison Belle Époque à Épernay, qui abrite dans une ambiance authentique une collection unique au monde de mobilier et d'objets d'art signés par des artistes comme Majorelle, Guimard, Gallet, Lalique et Dôme. À quelques kilomètres d'Auvillers, à proximité d'Épernay, direction Haï pour la fête du champagne. Haï est en bordure de la Marne, dans le périmètre protégé du parc naturel de la montagne de Reims. Juste avant le début officiel de la fête, on assiste aux dernières plongées dans les tonneaux du fameux char du pressoir Henri IV.
Au XVIe siècle, le siège d'Épernay, tenu par les catholiques de la Ligue, et la réputation du vin d'Ailly ont conduit Henri IV dans cette région. Le roi, séduit par le divin nectar, acquiert son pressoir personnel. La fête se met en route petit à petit et nous avons voulu, cette année pour les fêtes d'Henri IV, célébrer le 30e anniversaire de notre jumelage avec la ville allemande de Biesigheim, dans le Baden-Württemberg. Les Allemands viennent d'arriver, ils ont amené leurs fanfares et c'est l'occasion pour nous de nous mettre petit à petit dans la fête. Il y a ici beaucoup des Anglais, nous sommes jumelés également avec une ville de Newton Abbot qui est dans le Devon en Angleterre, avec Batazec, une ville hongroise, et puis nous attendons les Belges de Carignan. Alors ils amèneront leur gille avec leur grand chapeau et tout ceci demain fera une fête très ouverte, très populaire. On aime beaucoup ce caractère un peu bon enfant, vous voyez. Nous venons depuis quelques instants d'inaugurer de manière très symbolique le début des fêtes d'Henri IV. Champagne! Un petit coup de champagne! Le vin de Champagne nécessite une double fermentation. L'étape suivante consiste à faire descendre doucement le dépôt lié à la fermentation jusqu'au goulot. Puis vient le dégorgement, on débouche les bouteilles pour jeter les ferments pris dans le goulot. Enfin, on ajoute les liqueurs qui donneront des champagnes plus ou moins sucrés. Alors le dégorgement, d'autrefois, c'était un bouchon et une agrafe. On décollait l'agrafe du goulot. Ensuite, avec la pince, on relevait légèrement le bouchon. Et au moment où on sent entre le pouce et l'index, on lève la bouteille. Voilà. Bon, il est renarde un peu. Dans un 66, vous allez sentir, ça sent le gibier, bon, un peu le champignon de Paris. Parce que ce sont des bouteilles qu'on vieillit quand même, qu'on vieillit sur pointe, qui sont restées sur pointe pendant presque une vingtaine d'années. C'est toujours un geste émouvant pour vous, ce que vous venez de faire? C'est très agréable de dégorger un bouchon agrafe, bon, parce qu'il n'y en a plus beaucoup et ouvrir une bouteille de 66, ça fait plaisir. Cette année est particulière, car en plus du 30e anniversaire des villes jumelées avec Ailly, le thème fédérateur de la fête est celui de l'Europe. Tous les 2 ans, nous essayons de provoquer une manifestation qui à la fois permet de rassembler les gens du pays, c'est important, d'inviter les clients, c'est aussi important, et faire en sorte que ce soit un événement qui permette à tout le monde d'être, comme disent les Allemands, gemütlich, c'est-à-dire agréable dans une bonne ambiance, autour de spectacles de qualité, de la musique dans les cours, et un produit dont la réputation n'est plus à faire, le champagne. Il y a 2 points forts qui rassemblent les gens. Un grand cortège historique qui est très festif. Il y a des chevaux, il y a des costumes, il y a des carrosses, il y a des confettis. Autour du retour du bon roi Henri IV dans sa ville d'Ailly. Et un feu d'artifice suivi de l'embrasement des coteaux. Ces 2 points forts structurent en quelque sorte les 2 journées. Et au cours de ces 2 journées, toutes les cours sont ouvertes et chacun peut aller à sa guise, à droite et à gauche, manger, déguster, s'amuser, écouter de la musique. Et on trouve que c'est une formule qui finalement fonctionne bien. Si l'ouverture de toutes les caves à champagne est aussi l'occasion d'écouter de la musique et de rencontrer des artistes, il est une galerie de peinture à ne pas manquer, celle d'Albert Enoch. C'est un enfant des vignes, un artiste et un poète attachant, à l'image de Cocteau, lui aussi grand amateur de champagne. La fête d'Henri IV, ça permet de faire venir du dehors des gens qui ne connaissent pas la vie intérieure, la vie intime, si j'ose dire, du vigneron et du vignoble champenois même. Henri IV aimait bien le vin d'Ailly, et d'ailleurs son médecin le recommandait. C'était certainement plus digeste, plus facile.
Carignan, ville belge jumelée avec Haï, est venu avec ses fameux Gilles. À l'origine, ces rois de la fête étaient des mineurs. Les oranges qu'ils jettent à la foule sont symboles de bonté et de gentillesse. À la fin de la fête, ils brûlent leurs bosses de paille pour expier le dur labeur et s'aspergent d'eau pour se purifier. Le cortège du roi approche et on constate que sa popularité est toujours intacte. Vous revenez sur vos terres? Oui, je reviens, oui, en retour sur mon patrimoine. Et après ces siècles, il y a beaucoup de choses qui ont bougé ou pas? Un petit peu quand même, oui. Enfin, les gens sont toujours aussi agréables et toujours aussi heureux de voir leur roi. Et si en Champagne, vous l'appréciez toujours autant? Toujours en change autant, oui. Et là, il va se passer quoi, Sire? Toi et moi, nous devons avoir la remise des clés, là. Et puis, je pense revenir pour les vendanges. Je vais te le remettre à plus tard. Voilà. Bonjour. Voilà. Allez. Bravo. C'est très symbolique, c'est effectivement aussi un signe d'ouverture puisque vous avez à côté de moi tous les maires des communes jumelées, c'est aussi la tolérance et l'humanisme. Vous savez qu'Henri IV, c'est celui qui a réconcilié des factions de Français qui auparavant se disputaient entre eux et donc nous le vénérons aussi en ce sens. Le champagne a toujours été le vin de l'alliance, hein, entre des grands négociants et des producteurs, entre des marques prestigieuses et des artistes, du mécénat. Et c'est vrai que nous essayons en fait de recréer cette image de l'alliance entre d'une part notre produit, le champagne, et puis la musique. Et puis la convivialité. Et à notre niveau, dans notre ville d'Haï, c'est un peu ce que nous essayons de remettre en œuvre. C'est vrai que cette région est très organisée quand on la regarde. On a un peu le sentiment qu'une main divine est venue peigner les coteaux. À cette époque-ci, tout est vert, tout est magnifique, c'est un océan de verdure. C'est une région magnifique et c'est un travail formidable. Enfin, tout le monde se retrouve pour l'embrasement des fameux coteaux d'Haï. Ces feux rappellent la fin des vendanges, quand on brûlait encore les vieux outils et les hottes pour faire place nette pour la future vendange. La récolte de cette année sera celle que l'on dégustera pour l'an 2000, le changement de millénaire. Alors, qu'un hommage soit rendu à tous ces viticulteurs pour que cette cuvée soit exceptionnelle et éternelle.